Alors, que peut-on dire des rapports entre la sagesse chinoise et puis la formation d'adultes, et notamment le formateur d'adultes? Plus exactement, que puis-je dire de ce que m'a appris la pensée chinoise en tant qu'éducateur, professeur de sciences de l'éducation, formateur d'adultes? Ce qu'on peut dire, je crois, c'est que passer par un autre espace-temps culturel, c'est une façon de sortir de l'enfermement philosophique. Enfermement philosophique qui est le nôtre, dans la mesure où depuis la maternelle, on peut dire, on est inculqué, on est éduqué pour vivre et nous représenter l'ordre du monde d'une certaine façon, qui est l'ordre occidental, l'ordre de la philosophie grecque, depuis Platon, Socrate, Aristote, essentiellement. Et donc une certaine façon de penser logiquement en termes d'identité, de non-contradiction, de tiers exclus. Et ceci, naturellement, a été complètement renforcé pendant nos années d'études secondaires, puis ensuite nos années d'études universitaires. Alors oui, la pensée chinoise nous permet peut-être de réapprendre quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement, dans la mesure où notre culture nous a essentiellement arrachés à ce qui était au départ une sorte d'enlisement vraisemblable avec l'univers maternel archaïque, par l'intermédiaire de la culture, par l'intermédiaire de la fonction paternelle, on a accompli une sorte d'arrachement qui nous a fécondé à partir d'une logique qui nous a donné un sens du moi séparé du monde, qui nous a permis de nommer les objets, d'agir sur le monde, mais qui nous a en même temps fait perdre quelque chose d'essentiel, qui est le fait que nous sommes un corps, pas seulement que nous avons un corps, mais que nous sommes un corps et que ce corps fait partie intégrante de la nature. Passer par la pensée chinoise, c'est réapprendre l'enracinement. Réapprendre que le corps fait partie de la terre-patrie, que le corps et le monde sont la même chose, qu'il y a une reliance fondamentale qui s'exprime par un champ énergétique qui nous traverse comme il traverse le monde. Passer par la pensée chinoise, c'est aussi découvrir qu'il y a en nous-mêmes, dans notre corps, des processus de régulation qui nous permettent de vivre et de survivre, et sans lesquels nous n'aurions pas pu, on pourrait même dire, commencer notre vie. Mais que ces processus de régulation existent aussi dans le monde animal, dans le monde végétal, et en fin de compte, dans cet ensemble écologique avec lequel il faut faire. Et actuellement, naturellement, nous apprenons de plus en plus à savoir que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais qu'il y a des limites, et que ces limites, on doit en tenir compte, des limites énergétiques, des limites dans le domaine des ressources énergétiques, et que on doit en tenir compte si on veut réussir à perdurer.
La pensée chinoise nous fait entrer dans la notion de juste milieu. Non pas un milieu de quelque chose, au sens linéaire du terme, au sens mathématique, mais dans le fait de concilier les contraires, d'avoir toujours présent à l'esprit que si on se penche vers A, il ne faut jamais oublier qu'il y a Z, et que ces contraires sont toujours à articuler. Il s'agit toujours de trouver une médiation qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de dire. Alors oui, la pensée chinoise, pour moi, c'est d'abord un premier axe que je dirais, que j'appellerais le corps comme langage, c'est-à-dire essentiellement partir du corps pour interpréter, pour mieux comprendre la communication. Sous l'angle de la pensée chinoise, le corps est lié à la notion de gène, ça s'écrit R-O-N. Et l'idéogramme de gène, c'est un homme avec deux petites barres, à côté, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'homme, d'être humain, sans relation. L'être humain est un être de relation. La vertu d'humanité, le gène, est justement cette compréhension fondamentale que l'être humain n'est pas séparé, que l'être humain est sans cesse en interaction, en relation avec les autres, un autre être humain, des autres êtres humains, mais aussi en relation avec le monde, en relation avec le cosmos, en relation avec la nature et en fin de compte, en relation avec lui-même. Le deuxième point que je verrai dans le corps comme langage, c'est que le corps est fondamentalement énergie, énergie en acte, énergie vivante. Une énergie qui le traverse, qui le structure, comme cette énergie traverse le monde et structure le monde dans son entier. C'est le Qi, ça s'écrit QI, le Qi. Le Qi, qui est l'énergie fondamentale du monde, de l'univers, et dont les données essentielles se retrouvent également dans le corps de l'être humain. Et toute la question pour l'être humain, c'est de reconnaître la fonction de cette énergie dans sa structuration des formes multiples qui s'en suivent. Par le Qigong, par exemple, le sage chinois réapprend l'équilibre et la régulation surtout de cette énergie. Le tai chi, en tant que gymnastique entre guillemets chinoise, mais c'est beaucoup plus qu'une gymnastique, c'est une compréhension au niveau de l'activité physique de cette régulation de l'énergie qui se trouve à l'intérieur du corps. Eh bien, le tai chi permet effectivement une réconciliation avec son corps. De même que la médecine chinoise va travailler sur les méridiens. Méridiens de circulation d'énergie à travers le corps, naturellement que la médecine occidentale ne reconnaît pas. Tout se joue autour de cette idée de régulation de l'énergie. Et la sagesse chinoise n'est rien d'autre, en fin de compte, qu'une représentation de l'ensemble de la manière dont cette énergie agit dans le monde et dans le corps humain, et de la manière dont, en fin de compte, on en prend conscience pour tenter de la réguler, pour que cette énergie ne devienne pas anarchique. C'est dire que pour la pensée chinoise, le monde est un corps d'énergie. C'est une énergie qui s'insère complètement dans tout ce qui est, qui la compose. Et si tout ce qui est représenté sous la forme du Tao,
Dao qui au départ est un chaos indifférencié, mais à partir duquel le deux, sous la forme du yin et du yang, dans le tai chi, va effectivement inscrire en quelque sorte la dynamique de l'ensemble à travers le jeu des 5 éléments, le bois, la terre, le métal, le feu, l'eau. Le bois, en fait, engendre le feu, qui engendre la terre, qui engendre le métal, qui engendre l'eau et qui engendre le bois. À chacun de ces éléments correspondent un certain nombre d'autres éléments, de caractéristiques à la fois psychologiques, matérielles, symboliques. Et le chinois se représente le processus même de l'énergie et de son action de cette façon. Toute la question étant, pour le sage chinois, de nourrir la vie, de nourrir sa vie. Nourrir sa vie en tenant compte de ce qu'il faut pour que cette énergie soit toujours de grande intensité, sans pour autant tomber dans les excès. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que si le corps doit être conçu comme langage qui permet de communiquer, donc c'est à partir du corps qu'on doit concevoir la communication, comme je le disais, avec les autres, avec le monde et en fin de compte avec soi-même, il faut aussi considérer le langage comme un corps dans la pensée chinoise. On peut même dire que c'est le départ de l'écriture chinoise. L'écriture chinoise est liée à la carapace de tortue chauffée et que les sages, les devins, les chamans, au départ, ont pu lire, ont pu interpréter. Ils interprétaient les signes de ces craquelures dans la carapace des tortues, et ça a donné les premiers signes, les premiers idéogrammes. On voit donc que l'écriture chinoise, au départ, est complètement inscrite dans la nature, est très concrète en vérité. Et elle restera concrète très longtemps dans son noyau fort au niveau des pictogrammes et des idéogrammes. Ce sens du concret donne une dynamique pragmatique extrêmement forte à la pensée chinoise. La pensée chinoise est sans doute une des pensées les plus pragmatiques qui soit, c'est dire qu'elle a accepté bien volontiers naturellement, les philosophies occidentales qui allaient dans ce sens, notamment dans les années 20, les philosophies américaines autour de John Dewey, par exemple. La langue comme corps, c'est aussi une langue qui est inscrite dans le concret, reconnaît complètement la dimension d'incertitude, la dimension de spontanéité de la vie concrète. Et elle va apprécier de ne pas être une langue qui délimite, qui arrête, qui analyse, qui sépare. Elle sera toujours une langue qui permet une communication presque métaphorique, qui permet toujours de suggérer quelque chose d'autre par rapport à ce qui est, comme si tout était sans cesse en processus, en mouvement, et que rien n'était fixé, immobilisé. Ça n'empêche pas que pour garantir la pertinence et la non-fixation, justement, de ces compréhensions de la mobilité nécessaire,
On passe par des rites, des rituels qui sont extrêmement précis, mais qui sont aussi hautement métaphoriques. Le sens du rite et le respect du rite, mais un respect qui n'est pas simplement moral, mais qui est beaucoup plus un respect, on pourrait dire existentiel, complètement incorporé chez le chinois, ça permet, en fin de compte, de maintenir une régulation. Une régulation dont j'ai dit qu'elle était une des catégories essentielles de la pensée chinoise. C'est pourquoi quand on va en Chine, on a toujours l'impression que la communication entre les gens est policée. Ça n'empêche pas qu'il y a parfois des éclats, mais que dans l'ensemble, on ressent profondément cette dimension policée de la communication, du respect et de la bienséance, on pourrait dire. Cela va de pair sans doute avec le fait que dans cette communication et dans ce langage, on fait confiance a priori. On fait confiance à la personne. C'est une confiance intuitu personnelle. C'est une confiance qui est liée à la notion de guangzi, c'est-à-dire de capital de relations sociales que l'on tisse autour de soi, qu'on tisse avec sa famille, et qui fait qu'on sera dans une possibilité d'entraide permanente. C'est dire aussi qu'on ne peut pas si facilement sortir de ce regard du guangzi, de ce capital de relations sociales, du regard de sa famille, du regard de la société, sur ce que l'on fait, ce que l'on dit. Pour qu'il y ait confiance, il faut aussi qu'il y ait une certaine contrainte qui vous soumet sans cesse quand même à une évaluation. C'est pourquoi c'est complètement intériorisé chez le chinois, et celui-ci, naturellement, si jamais il ne respecte pas les dictats, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire dans la tradition et dans les rites, perdra la face et s'abîmera dans une sorte de honte qu'il lui sera très difficile de négliger et qui certainement pourra l'emporter très loin dans une sorte d'abîme existentiel.